Est-ce que vous connaissez les Barras Bravas, les supporters de football les plus singuliers du monde? Est-ce que vous savez ce qui se cache derrière la folie et la passion des tribunes argentines? Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du football argentin pour découvrir des supporters vraiment pas comme les autres. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. En Europe, les médias traditionnels, ils adorent pointer du doigt deux types de supporters de football. Les ultras et les hooligans. Les ultras d'ailleurs, à juste titre vraiment, ils détestent qu'on les assimile à des hooligans parce que c'est pas du tout la même chose. Les Barras Bravas, supporters argentins dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ni des ultras ni des hooligans, mais c'est un peu des deux, mais pas vraiment. Vous allez voir, on va commencer par une définition pour clarifier tout ça. Il y a toujours des grands débats à propos des définitions, mais là j'ai choisi une définition d'un sociologue argentin qui a beaucoup travaillé sur le sujet et il définit les Barras Bravas comme des groupes de supporters qui, grâce à leur accumulation de capital symbolique, établissent des relations politiques, sociales et économiques avec d'autres acteurs du monde du football, ce qui leur permettra de gagner de l'argent. Établir des relations politiques, sociales et économiques pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de supporters qui gagnent de l'argent? Je vais même vous dire, ils gagnent de l'argent sur le dos de leur club. Pour que vous compreniez ça, on va prendre l'exemple d'un jour de match. Jour de match dans les alentours du stade. Les supporters qui viennent voir leur équipe en voiture se parquent dans les rues adjacentes et il y a toujours une personne chargée de gérer ce parking sauvage. Si les automobilistes ne payent pas la personne qui gère le parking, leur voiture elle se fait démonter. Tout le monde en Argentine sait ça, alors tout le monde paye. La Barra, le groupe composé par les Barras c'est les personnes, la Barra c'est le groupe, prélève toujours un argent sur ce parking-là. 50% de l'argent gagné grâce au parking va dans la poche de la Barra, 25% dans la poche de la personne qui gère le parking et 25% dans la poche de la police, complice d'un business qui est illégal, il faut le dire. Première source de revenus, les jours de match. Deuxième source de revenus, tous les stands de boissons et de nourriture proches du stade. Là aussi, la Barra, elle prélève une commission auprès de tous les vendeurs de boissons et de nourriture et parfois c'est même elle qui possède les stands. Deuxième source de revenus. Et la troisième source de revenus, c'est tout ce qui est merchandising. La Barra, elle vend des maillots aux alentours du stade. Il faut savoir qu'on va dire à peu près 90% des personnes qui vont voir leur équipe au stade en Argentine possèdent un maillot de leur équipe. Ça donne des choses très belles dans les stades, mais ces maillots, il faut les acheter et on les achète auprès de la Barra. Et ce qui est fou, c'est que c'est même elle qui fabrique ces maillots. C'est évidemment des faux maillots. Mais les gens, ils les achètent parce que ces faux maillots, ils sont bien faits, ils coûtent moins cher que les vrais maillots et on se retrouve avec des situations où les faux maillots produits et vendus par la Barra sont écoulés en plus grand nombre que les maillots officiels du club. Quatrième source de revenus les jours de match, la vente de billets. Il faut savoir qu'en Argentine, si vous n'êtes pas sociaux du club, c'est extrêmement rare, très rare que vous puissiez acheter des billets officiels auprès du club. Du coup, si vous n'êtes pas sociaux et que vous n'avez pas de billets, vous devez acheter un billet auprès de la Barra parce que c'est elle qui les vend. Et plus que ça, le club offre des billets à la Barra. Boca par exemple, c'est entre 400 et 800 billets les jours de gros matchs offerts par le club à la Barra. Là vous dites mais comment est-ce que c'est possible que ces groupes de supporters aient tellement de pouvoir aux alentours du stade, même dans le stade, parce que tous les gens qui vendent des trucs dans le stade, ils payent un tribut à la Barra pour être tranquille, le club leur offre des billets, ils se font de l'argent sur le dos des clubs. D'où est-ce qu'ils tiennent leur pouvoir? Ils ont deux sources de pouvoir, leur connexion et la violence. Les connexions les plus décisives, c'est souvent les connexions avec la police. La police, elle est souvent du côté des Barras, elle les protège. On sait pertinemment par exemple que le commissariat numéro 24 de Buenos Aires, celui qui se trouve dans la zone où se situe le stade de Boca, il protège les Barras de Boca. Quand il y a un incident, soit les Barras se font jamais prendre par la police, soit ils se font prendre mais ils sont généralement libérés après quelques heures de garde à vue. Il faut dire que les 3 derniers commissaires du commissariat numéro 24, ils sont devant la justice pour lien de complicité avec les Barras. Côté River, toutes les affaires judiciaires où il y a des Barras qui sont impliqués, on retrouve des commissaires et des policiers. À River, c'est encore pire si on peut dire. Le jour où ils disputent le match décisif pour pas descendre en deuxième division, à la mi-temps, les Barras, quelques Barras, ils sortent de leur parquage, ils se dirigent vers le vestiaire de l'arbitre et là ils sont escortés par qui? Par des policiers du commissariat numéro 51. Vraiment une impunité totale, une protection totale, des choses
complètement folle. Il faut dire aussi que souvent les policiers, ils leur libèrent un tourniquet pour qu'ils puissent rentrer dans le stade tranquillement sans avoir besoin de payer, pour faire rentrer à peu près tout et n'importe quoi dans le stade sans se faire contrôler. Leur deuxième source de pouvoir, je l'ai mentionné avant, c'est la violence, la force. L'équation pour les dirigeants, elle est assez simple. Soit ils accèdent aux demandes de la barra, typiquement leur accorder des billets pour que ceux-ci puissent les revendre, soit, attention, tenez-vous bien, ils tuent quelqu'un dans le stade. C'est assez simple. Et ça arrivait, hein. Des fois, les barras, ils n'étaient pas contents des relations qu'ils avaient avec les dirigeants, ça se passait pas bien. Un meurtre dans le stade ou une personne qui se fait poignarder dans le stade, et là, il y a tout qui retombe sur le club et les dirigeants. Tous les médias se retournent contre les dirigeants en disant ils savent pas gérer les barras, ils savent pas gérer la sécurité dans leur propre stade, le club perd des points. Bref, c'est une situation que les dirigeants veulent absolument éviter à tout prix. Du coup, ils doivent, c'est nécessaire quand vous êtes dirigeant de football en Argentine, d'avoir de bonnes relations avec la barra. On pourrait vous dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent entrer des armes dans le stade? On le disait avant, les policiers leur libèrent un tourniquet pour qu'ils puissent rentrer sans problème, mais parfois il y a des barras qui sont un peu dans l'œil du cyclone, ils sont surveillés de près par la police. Alors qu'est-ce que les policiers corrompus ils font? C'est eux qui leur font passer les armes. Les stades argentins, en fait, les barras considèrent que c'est leur maison. Rafael Dizeo, qui est le chef de la barra de Boca, qui s'appelle la Doce, il dit, la Bombonera, le stade de Boca, c'est la maison de la Doce. Il y a cette idée que les joueurs, ils vont venir, partir. Les entraîneurs, ils viennent, ils repartent. Les dirigeants, la même chose. Les seuls qui restent, c'est les fans. Il y a d'ailleurs une chanson qu'on entend souvent à ce sujet dans les travées des stades argentins. Et du coup, comme les seuls qui sont fidèles au club, c'est les fans, ils doivent avoir des droits que les autres n'ont pas et ils peuvent avoir des exigences. Ça, c'est très visible dans les concerts organisés dans les stades argentins, par exemple. Si vous voulez organiser un concert dans un stade en Argentine, vous devez négocier avec la barra qui occupe ce stade. Par exemple, quand AC/DC fait son concert au Monumental, c'est sûr que le promoteur du concert, il a dû négocier avec la barra de River pour tout ce qui est donner des billets aux barras de River, leur céder une partie de l'argent des boissons, leur céder la possibilité de gérer le parking, etc. etc. Parce qu'encore une fois, les barras considèrent que les stades, c'est leur maison. C'est pas seulement que les barras bravas, elles ont du pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur du stade et dans le stade, elles ont aussi du pouvoir sur ce qui se passe sur le terrain. Leur grand truc, par exemple, c'est de rentrer dans le giron des agents et les barras, ils disent aux agents, soit tu nous files une commission sur le transfert du joueur que tu viens de faire dans notre club, soit on va pourrir ton joueur. Les joueurs et les entraîneurs, ils accèdent aux demandes des barras aussi. Ils leur passent des maillots dédicacés, des photos, des crampons. À Boca, par exemple, ils acceptaient d'aller à l'intérieur du pays à des soirées organisées par la barra de Boca, où les gens, pour accéder à cette soirée et voir leurs joueurs payer beaucoup d'argent, les joueurs, ils allaient à ces soirées-là parce qu'ils savent très bien qu'en échange, ils auront le soutien de la barra. Et ça, c'est très important si vous êtes joueur et entraîneur. Si vous voulez devenir une idole dans votre club, il faut que la barra chante votre nom. Il faut qu'elle soit derrière vous parce que c'est elle qui commence les chants. Et ensuite, il y a tout le stade qui chante. Elle vous protège en quelque sorte. Pour ça, vous devez accéder à ces demandes. Les Maradona, les Riquelme, ils ont dû accéder à ces demandes-là. Il y a des fois aussi où la barra, elle n'est pas simplement remontée parce que les résultats ne sont pas bons. Elle débarque au centre d'entraînement armé ou à l'hôtel armé et là elle met la pression sur les joueurs. Vous avez intérêt à courir, vous avez intérêt à gagner. Par exemple, Riquelme, il avait voulu s'opposer à la barra et les barras lui disent, toi tu te la fermes, tu cours pas assez, le jour où tu courras, tu pourras l'ouvrir. Riquelme quand même, l'une des idoles de Boca, pas au-dessus de la barra. Maradona, il avait voulu faire la même chose. La barra lui avait dit, toi t'es jeune, t'as rien à nous dire. Maradona, quand même. Il y a un épisode célèbre aussi d'une discussion entre le joueur de Boca, Pablo Migliore, le barra de Boca, l'Uruguayen, dont on reparlera plus tard. On dit que Migliore avait refusé de donner une partie de son salaire à la barra de Boca. Dans la discussion, les esprits s'échauffent et ça se termine avec un coup de poing de l'Uruguayen sur Migliore qui va perdre une dent dans l'affaire. Le seul joueur qui a toujours refusé d'accéder aux demandes de la barra, c'est El Meizo Barlos Esqueloto. Mais tous les autres, ils consentent à le faire parce qu'ils savent qu'il y a des bénéfices derrière, une certaine protection, on va dire. Pour clore cette partie où on a parlé d'argent, les barras, elles reçoivent entre 5 et 10% de l'argent généré par leur club. Entre 5 et 10% de l'argent généré par le club,
va dans la poche des Barras. À Boca, c'est 10%. La Doce, elle facture des millions de dollars par année en plus. C'est un business absolument énorme. Elle avait même un truc, c'était de faire venir les touristes au sein de la barra, dans leur parkage, derrière les buts, pour une après-midi. Et les touristes, pour avoir accès à ce qui était appelé l'Adrenaline Tour, c'était pour ça à peu près 600 $. Depuis que le football a explosé comme business, les clubs gagnent toujours plus d'argent et les barras, logiquement, gagnent toujours plus d'argent. C'est Loquillo, l'un des anciens chefs de la barra d'Independiente, qui disait les barras, actuellement, c'est comme des PME en fait. Ils tiennent une comptabilité et tout. Et ça, c'est pas des blagues, c'est vraiment vrai. L'enjeu actuellement pour les barras, c'est plutôt de se battre avec les barras d'un autre club pour défendre leur maillot. Hein. Ça, c'est pas très bon pour le business parce qu'il y a de la violence, il y a des morts. Ça, c'est pas une bonne image renvoyée pour le business, après on va les embêter. L'enjeu, c'est plutôt de se battre entre eux pour le pouvoir. Oui, oui, vous avez des supporters d'un même club qui se battent entre eux. On se bat pour un territoire, hein, le contrôle du quartier, le contrôle du parking, le contrôle de la tribune. Et il y a des affrontements armés entre les barras d'un même club. Les affrontements armés pour le pouvoir dans la barra de Boca, c'est sanglant. Des échanges de tirs, des morts, etc., des histoires complètement folles. Maximiliano Mazzaro, qui était le co-chef de la Doce de 2007 à 2013, une période vraiment tendue pour la barra de Boca où il y avait beaucoup de luttes internes, il disait « Quand j'étais en tribune, je devais me tenir face aux gens pour être sûr que personne ne vienne me planter un coup de couteau dans le dos. » Et il disait aussi c'est extrêmement difficile de contrôler les effectifs. Quand tu penses que tu les as dans la paume de ta main, que la situation est sous contrôle, c'est quand tu te trompes et les gens qui sont sous toi, eh ben, ils forment des factions, ils prennent les armes pour venir te faire tomber. Et dès le premier jour où il y a un nouveau chef, il y aura de nouvelles personnes qui vont tenter de le faire tomber. Il disait aussi j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, on a essayé de me tuer plusieurs fois. Difficile de se rappeler qu'on parle de football à la base, ça n'a plus grand chose à voir avec le football en fait. Il faut dire en fait que le sentiment clubiste il s'est quand même dilué. Les barras ils ont tendance à aller là où il y a de l'argent. Il y a des barras par exemple, ils supportent Almirante Brown le samedi et puis le dimanche ils sont dans le parkage de Boca parce que le chef de la barra de Boca a besoin d'eux pour le protéger ou parce que c'est des associés. Un exemple très célèbre pour illustrer ça, c'est celui de Richard William Laluz Fernandez, dit l'Uruguayen, qui était un temps le numéro 3 de la barra de Boca. Petit problème, il était fan absolu de River Plate, mais il est allé à Boca parce qu'il y avait plus d'argent à se faire. Il y a tellement d'argent à se faire que les chefs de la barra, ils ont besoin de protection. Et du coup, l'Uruguayen, il avait été engagé comme garde du corps du chef de la barra de Boca, Rafael Dizeo. Et pour vous montrer le genre de personnes qu'on peut retrouver dans ces tribunes, l'Uruguayen, il avait été en prison et c'était l'un des chefs d'un pavillon de la prison. Il avait organisé une mutinerie au cours de laquelle il y avait eu 24 otages. Des types tellement, mais tellement violents qu'on retrouve ensuite en tribune. Et je répète, hein, mais les histoires entre barras d'une barra brava, d'une même barra brava, il y a des trahisons, il y a des échanges de tirs, c'est vraiment pas beau à voir. Quand j'habitais à Buenos Aires, j'habitais à une centaine de mètres du bar dans lequel se retrouvaient les barras de Boca, et quand on passait devant, on se disait ah, et ben dans ce bar il y a eu des fusillades, il y a eu des personnes qui se sont fait tuer, et il y a eu par exemple l'Uruguayen qui a reçu des tirs et qui a fini tétraplégique, tout ça pour des histoires de pouvoir. Une autre histoire tristement célèbre, c'est celle de la famille Salazar dans le club de Merlo. C'était deux frères et ils se sont battus pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir dans la barra. Ils se sont tirés dessus dans la maison de leur mère et celle qui a fini blessée à cause de leur échange de tirs, c'est leur mère. Ce qu'il faut dire, c'est que ça n'aide pas non plus qu'ils soient complètement explosés, une bonne partie des barras bravas, parce qu'il y a de la drogue qui circule en tribune, il y a de l'alcool et de la drogue qui circulent, on fait même des échanges de drogue, des deals de drogue dans les tribunes. Loquillo, un ancien chef d'Independiente, complètement accro à la cocaïne. Chiquitona, un ancien chef d'Excursionistas, complètement accro au crack. Ça n'aide pas non plus pour canaliser ces questions de violence. La grande question alors, c'est pourquoi on ne les vire pas des stades argentins s'ils ont de moins en moins à voir avec le football, s'il y a des affaires de meurtre, de drogue, etc. etc. Bah, tout simplement parce qu'ils ont plus de pouvoir que les dirigeants. On disait, la police est complice, mais c'est que la justice souvent est complice. Il y a plusieurs exemples où, on va dire, plusieurs barras de San Lorenzo, disons, ils vont être jugés le lundi au tribunal. Et bien le dimanche, dans le stade de San Lorenzo, qui est-ce qu'on retrouve? Le juge qui doit les juger le lendemain. Bref, on a vraiment ces intrications extrêmement complexes entre la police, la justice et les barras. Aussi, c'est pas dit que le public il veuille se débarrasser des barras.
parce que on est convaincu de l'importance du 12e homme. À Independiente, par exemple, quand on vire les Barras et l'équipe commence à perdre, les supporters grognent, ils disent bah voilà, voilà, on a viré le 12e homme et on commence à perdre. Et puis, on est quand même fier de sa barra quand elle produit de belles animations, quand il y a beaucoup d'ambiance dans son stade. Tout le monde sait, mais tout le monde sait en Argentine que la barra de Boca, c'est la pire pour ce qui est des sales affaires. Mais tout le monde sait aussi que c'est elle qui met la meilleure ambiance du pays. On peut aussi mentionner le rôle social qu'ont les barras dans les quartiers. On rappelle, les clubs en Argentine, c'est des clubs de quartier. Quand il faut acheter une chaise roulante pour un enfant, ceux qui mettent l'argent, c'est souvent les barras. Ceux qui font des actions bénéfiques, c'est souvent les barras. Ceux qui peignent des fresques ou qui repeignent le stade, c'est souvent les barras. Ceux qui assurent la protection du quartier, parce que c'est qu'on l'a mis sur le quartier et personne d'autre, c'est les barras. Et ça tranquillise les voisins. Bref, on a ce discours public où c'est à la mode de leur taper dessus, on aimerait s'en débarrasser, mais dans l'intimité, dans le privé, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a quand même un attachement. Et puis, les barras, c'est quand même des stars. Rafael Di Zeo, tout le monde le connaît en Argentine. Il est invité à la télé parfois, il est sur la couverture de certains journaux, il prend des selfies avec les gens, c'est vraiment une célébrité. Il y a cette fascination pour les barras qui fait qu'on a une relation très très particulière et très très ambiguë avec elle. Et enfin, surtout même, il y a une question qui est éminemment politique. En 1983, la démocratie revient en Argentine et là les politiciens se rendent compte qu'ils peuvent exploiter les supporters de football à des fins politiques. Pour avoir du monde qui chante dans les meetings, qui agite des drapeaux, qui se rend aux manifestations. Les syndicats font la même chose. Et c'est vrai que si vous allez à une manifestation en Argentine, vous avez l'impression qu'il y a une ambiance de football. S'il faut faire le sale boulot pour aller taper sur des gens, on peut aussi faire appel aux barras. Bref, c'est une main d'œuvre qui est extrêmement utile politiquement. Et petit à petit, ce rapprochement se fait entre la politique et le monde du football, à tel point que les barras commencent à gratter des emplois de chauffeurs, de gardes du corps auprès de maires, de sénateurs. Et encore une fois, les liens se resserrent. C'est vraiment pas rare à l'heure actuelle qu'il y a des barras. La semaine, ils travaillent auprès de politiciens et puis le week-end, ils sont dans le stade. Et ça, les chefs des barras l'ont très très bien compris. Rafael Di Zeo, par exemple, il avait des liens extrêmement étroits avec les juges, les politiciens, etc., etc. Je crois même que sa compagne, un temps, elle travaillait dans un certain ministère du gouvernement, soit de Buenos Aires, soit d'Argentine. On s'est rendu compte aussi que le gouvernement de l'ancienne présidente Cristina Kirchner avait créé une ONG où il y a plein de barras de différents clubs qui participaient et l'argent qui arrivait dans cette ONG, il allait dans la poche des barras indirectement au travers de plans sociaux. Et en fait, les barras faisaient tout un travail sur le terrain pour gagner des votes en faveur de Cristina Kirchner. Et en plus des plans sociaux, ils bénéficiaient de billets pour aller voir l'Argentine en Afrique du Sud en 2010. Aussi, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, Bilardo, en 2010, il paye de sa poche le voyage à des barras qui avaient soutenu l'équipe en 1986. Et à cette époque-là, Bilardo en 2010, c'est pas seulement l'ancien entraîneur de l'Argentine championne du monde, c'est aussi le secrétaire technique de l'association argentine de football. Le grand spécialiste des barras bravas en Argentine, il a beaucoup écrit là-dessus, il s'appelle Gustavo Grabia. Il dit que si on veut éradiquer ce problème-là, il faut changer la société argentine. Il faut faire tomber les politiciens corrompus qui les protègent, les policiers corrompus qui les protègent, les juges corrompus qui les protègent. C'est un changement vraiment global pour venir à bout de ce problème-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses sur ces supporters vraiment, vraiment particuliers et tout ce qui se cache derrière les tribunes argentines. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve dans une semaine comme d'habitude, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!